Très bien, bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laurent Thomas et je suis heureux de vous accueillir en tant que facilitateur de la conférence Agilité et Green IT qui sera animée par Nathalie Foulon, coach transformation Lean et Agile. Cette session est enregistrée dans son intégralité. Elle va inclure vos questions ainsi que les réponses qu'apportera évidemment Nathalie. Vos micros seront coupés durant toute la présentation pour poser vos questions. Donc, vous pouvez utiliser la section questions et réponses de l'outil Zoom. Par ailleurs, j'ai activé le chat, donc vous pouvez aussi discuter directement durant la conférence. Donc, nous aurons une présentation d'environ une quarantaine de minutes, puis ensuite une séance d'une dizaine de minutes de questions-réponses. Je poserai les questions que vous avez écrites dans la section questions et réponses. Avant de passer la parole à Nathalie, nous remercions bien évidemment les sponsors Michelin, Valence, MBCS, ZenValue ainsi que le PMI France qui permettent l'existence de ces deux journées exceptionnelles. Maintenant, je laisse la parole à Nathalie pour démarrer sa présentation. Bonjour à tous et merci d'être là et de me montrer votre intérêt pour ce sujet. Ces dernières années, le numérique s'est imposé dans toute la transformation des entreprises, notamment pendant la pandémie, où les contacts humains ont été maintenus grâce au digital. On ne peut donc pas imaginer aujourd'hui une quelconque transformation sans un volet numérique. Ce que l'on mesure moins, c'est l'impact écologique de cette transformation numérique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une approche qui concilie l'agilité et le Green IT. Comment ces deux notions, bien que distinctes, peuvent-elles être intégrées pour favoriser le développement durable de l'entreprise? Quelle synergie peut-on trouver entre agilité et Green IT pour obtenir un numérique plus responsable? Alors, d'un côté, on a l'agilité, qui est une démarche d'adaptation qui est devenue une nécessité pour les entreprises aujourd'hui. Et de l'autre, le Green IT, ou numérique responsable en français, qui englobe les pratiques à utiliser pour réduire l'empreinte écologique et sociétale du numérique. On parle de la quatrième révolution industrielle, avec l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le cloud, le big data et j'en passe. Mais cette révolution a eu et a encore des impacts écologiques qui ne sont pas anodins. Loin de là, on le sait. Alors, numérique par-ci, numérique par-là, très présent dans nos vies professionnelles, il l'est aussi dans notre quotidien. On prend rendez-vous chez notre médecin, on se fait livrer nos repas, on fait nos courses en ligne. Rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps qu'on réservait nos billets de train directement dans la gare. Le numérique a transformé notre monde bien au-delà même de l'aspect technique. On parle de culture numérique, de transformation numérique, d'inclusion numérique et même aujourd'hui de fracture numérique. Nous sommes dans une transition numérique forte, mais l'environnement dans tout ça. 34 milliards d'équipements circuleraient dans le monde et ce chiffre est en constante augmentation. Cela génère 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit 116 millions de tours du monde en voiture. Pour la première fois en 2020, le numérique a émis 2 fois plus de gaz à effet de serre que les transports aériens. Il produit l'équivalent de 5000 tours Eiffel de déchets chaque année et consomme 10% de l'électricité mondiale. En France, en 2020, on estime à 631 millions de nombre d'équipements en circulation, soit une moyenne de 8 équipements par utilisateur. Si on se penche d'un peu plus près, pour mesurer ces impacts, par exemple, le numérique est communément divisé en 3 grandes composantes. Donc, les équipements des utilisateurs, donc avec les téléviseurs, les smartphones, les ordinateurs, etc. Les data centers, les centres de données et les infrastructures réseau, fixes ou mobiles. Aujourd'hui, on sait que 79% de l'empreinte carbone du numérique provient des équipements, contre seulement 16% pour les data centers et 5% pour le réseau. Et ce que l'on constate, c'est que ce n'est pas l'utilisation de ces équipements et donc leur consommation en électricité qui est principalement responsable de leur empreinte carbone, mais c'est leur fabrication à hauteur de 78%. Autrement dit, avant même que nous n'utilisions notre smartphone, téléviseur ou ordinateur, il a déjà produit près de 78% des émissions de gaz à effet de serre qu'il émettra durant toute sa vie. Et contrairement aux idées reçues, sa distribution, qui est pourtant principalement par bateau ou par avion,
ça ne représente que 1% de ses émissions et son utilisation que 21%. Si on regarde de plus en détail donc l'empreinte carbone par équipement, on s'aperçoit que les ordinateurs portables, les télévisions et les smartphones sont les grands champions. Donc, les entreprises sont concernées et sont de plus en plus sensibles à ces problèmes environnementaux. Elles veulent réduire leur empreinte écologique tout en continuant à répondre aux attentes des consommateurs. Or, qu'est-ce qui est orienté utilisateur et qui prône la frugalité? Réaliser l'essentiel en premier, en donnant la priorité à ce qui est strictement nécessaire, avec peu, à la bonne vitesse et de manière itérative pour obtenir des retours rapides. Est-ce que ça vous parle? J'imagine que oui. En fait, en appliquant des principes agiles, une entreprise respecte déjà les fondamentaux du numérique responsable. À travers le Green IT, on agit sur 5 grands axes. Donc, les 3 premiers, usages, infrastructures et matériel informatique, sont déjà en œuvre dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises ont déjà mis des politiques de gestion des impressions, de gestion des mails en place. Elles ont adopté des outils de partage. Elles se sont lancées dans des achats responsables. Au niveau des infrastructures, la virtualisation des serveurs, ça fait déjà quelques années que c'est en train de se mettre en place. On travaille sur la consommation des data centers. Je pense à IBM qui a créé un énorme data center sous la mer pour qu'il puisse être refroidi directement par l'eau. Beaucoup d'entreprises aussi pratiquent le biode, et puis font durer un peu plus leur matériel et le recyclent. Mais moi, je vais me concentrer sur l'axe qui est compatible en fait avec l'approche agile et qui concerne le développement de produits ou de services, ce qu'on appelle l'éco-conception ou l'éco-design. Bien qu'encore jeune, l'éco-conception est reconnue comme étant l'une des méthodes les plus pertinentes et efficaces. Je n'ai pas parlé de l'IT for Green, qui est lui aussi un axe qui est développé depuis quelques années, qui concerne donc la création d'applications au service du Green IT, c'est-à-dire tous ces outils informatiques qui vont permettre de mesurer les impacts. C'est ce qu'on appelle l'IT for Green, c'est des applications donc au service de l'écologie. Alors, c'est quoi l'éco-conception? En fait, c'est une approche multicritère et une démarche d'amélioration continue qui va permettre de concevoir des produits ou des services en tenant compte de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Alors, ces critères, ça va être la consommation d'eau nécessaire, la consommation d'énergie, de matières premières, l'impact sur la biodiversité et l'impact sur le changement climatique. Depuis les années 90, en fait, on assiste à un intérêt croissant pour l'éco-conception. C'est même devenu aujourd'hui un élément incontournable des politiques environnementales, des démarches de développement durable et des RSE au sein des entreprises. La question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi éco-concevoir des services numériques? Ce que l'on sait, c'est que le logiciel contribue à l'obsolescence des matériels. 80% des équipements qui quittent une organisation sont parfaitement fonctionnels. On ne change pas nos terminaux parce qu'ils ne fonctionnent plus, mais parce qu'ils rament en fait. Et ils rament parce que les logiciels sont toujours plus gourmands. On parle d'ailleurs d'obésiciel. Prenons les sites web. En 20 ans, le poids d'une page web a été multiplié par 15. Rien qu'entre 2010 et 2015, il a été multiplié par 3. La quantité de ressources nécessaires donc, pour héberger et utiliser les services de ces sites ont elles aussi explosé. Alors, comment l'éco-conception du service numérique peut aider? Alors, rappelons déjà ce qu'on appelle un service numérique. Donc, un service numérique désigne l'ensemble des ressources humaines, logicielles et matérielles nécessaires à la mise à disposition d'un service, comme par exemple consulter le solde de votre compte bancaire ou acheter un billet d'avion. L'éco-conception d'un service numérique va consister à la prise en compte de son impact environnemental à chaque étape de sa vie, de sa conception à sa fin de vie. On va utiliser ce qu'on appelle la méthode de l'analyse du cycle de vie, l'ACV, qui est une méthode d'évaluation normalisée permettant de réaliser un bilan environnemental multicritère et multi-étapes. À chaque étape,
les composantes matérielles et humaines sont analysées et optimisées en vue de diminuer leur impact sur l'environnement. Donc, on va étudier de manière conjointe différents éléments pour identifier les leviers d'optimisation. On va donc étudier, par exemple, les équipements, tout ce qui est hardware, et les infrastructures physiques et virtuelles, voir leur dimensionnement. On va évidemment étudier la couche logicielle, la définition de la fonctionnalité, de l'usage, sachant que l'unité fonctionnelle qui traduit souvent un acte métier est fondamentale dans l'éco-conception. Donc, un acte métier, c'est, comme je disais tout à l'heure, réserver un billet de train ou consulter le solde de votre compte. Et le dernier élément, c'est la communication avec les parties prenantes. On sait que le dialogue avec les parties prenantes est fondamental car il permet de bien définir les fonctionnalités du service numérique et de coller au plus près aux besoins réels des clients et des usagers. On aura un dimensionnement donc au plus juste. Alors maintenant que vous voyez mieux ce qu'est l'éco-conception, comment agilité et numérique responsable peuvent-ils se combiner? Peut-on éco-concevoir itérativement? En fait, il y a deux méthodologies en particulier qui se distinguent pour leurs principes d'éco-conception. Ce sont les méthodes agiles et le lean management. Totalement compatibles avec de l'éco-conception, elles sont en fait de vrais leviers pour le numérique responsable. Alors, prenons les méthodes agiles. Elles intègrent déjà des principes d'éco-conception, comme par exemple privilégier la simplicité et la qualité. En fait, on va limiter le nombre de serveurs physiques nécessaires, on va diminuer la consommation d'énergie et donc l'empreinte carbone des centres de données. On va se concentrer sur les besoins des utilisateurs. On va développer que les fonctionnalités essentielles qui apportent de la valeur. On va se débarrasser donc de tout ce qui est superflu et on évite l'obésiciel. On collabore étroitement avec les parties prenantes. On va donc pouvoir affiner le besoin et mieux prioriser les fonctionnalités. En méthode agile, l'accent sur la collaboration entre les membres de l'équipe est important. En partageant leurs connaissances, les équipes travaillent ensemble pour trouver des solutions optimisées, pour, par exemple, être plus respectueux de l'environnement. La nature itérative de l'agilité est même idéale pour intégrer progressivement des pratiques de Green IT dans les processus de développement. Et par exemple, si de nouvelles réglementations imposent des normes plus strictes en matière d'efficacité énergétique, les équipes agiles vont pouvoir ajuster leurs pratiques plus rapidement que les équipes qui sont en approche traditionnelle. En ce qui concerne le Lean, quant à lui, il est bien implanté dans l'industrie depuis très très longtemps, mais n'a fait son apparition dans le monde des services que depuis peu, mais il a déjà prouvé son efficacité. Le bon sens de la philosophie Lean et ses outils peuvent être mis au service d'un numérique plus responsable. On parle de démarche Lean and Green déjà, qui permet, en s'appuyant sur les principes du Lean et en y apportant en fait une dimension écologique, d'obtenir de réelles améliorations sur les impacts environnementaux. En plus, aborder l'amélioration continue en alliant cet aspect green va faciliter largement l'adhésion des collaborateurs à la recherche d'économies et de gains de productivité. Grâce à ces approches, agiles ou lean, les équipes, donc les développeurs, les product owners, scrum masters et j'en passe, peuvent plus facilement se lancer dans l'éco-conception. Prenons par exemple 3 principes agiles existants qui vont vraiment les aider. Le YANI, issu de l'extreme programming, donc ce slogan met en avant le fait qu'aucune fonctionnalité ne devrait être ajoutée à un logiciel tant que celle-ci n'est absolument pas nécessaire. Le KISS, qui préconise de favoriser la simplicité dans la conception afin d'éviter toute complexité inutile, et le DRY, qui signifie que vous ne devriez pas avoir de code en doublon, le code dupliqué rendant le code plus complexe et donc plus volumineux. En appliquant déjà ces 3 principes agiles, il va être possible pour les équipes d'atteindre le Graal de l'éco-conception, c'est-à-dire à savoir les 3 U. Utile, utilisable et utilisé. Utile, est-ce que ce service répond aux besoins d'un utilisateur? Est-ce que ce service permet à tous les utilisateurs de satisfaire leurs besoins? Ça, c'est la partie utilisable. Est-ce qu'il leur permet de le faire de manière agréable, simple ou aussi simple que possible et efficace?
Je ne peux pas m'empêcher de penser aussi de la SNCF pour le côté utilisable. Utiliser, est-ce que je peux voir si vraiment c'est un service que les utilisateurs utilisent? Parce que si ce n'est pas le cas, il ne sert à rien. Nous savons tous que l'adoption des principes agiles par les équipes a nécessité ou nécessite encore une démarche et une énergie particulière. Il va en être de même pour les principes de l'éco-conception. Une stratégie des petits pas est tout à fait adaptée à la mise en œuvre du Green IT. Donc voici une dizaine d'étapes. Alors elles ne sont pas forcément consécutives. Certaines peuvent être parallélisées. On n'est pas obligé de toutes les suivre. Ce n'est pas une méthode et ce n'est pas une démarche gravée dans le marbre. C'est quelques étapes qu'on a pu, nous, expérimenter quand on veut introduire le Green IT au sein des équipes. Il va falloir être nous-mêmes agiles en fait et procéder peut-être aussi par itération. Dans un premier temps, on va choisir le périmètre. Est-ce qu'on applique le Green IT? Ça serait très ambitieux de dire on passe toutes nos équipes de dev en Green IT. C'est un peu trop ambitieux. Donc, on va choisir une équipe ou un service avec des équipes. Ça dépend de votre organisation. Et la première chose qu'on va faire, on va évidemment procéder à une évaluation initiale. On va analyser les infrastructures et évaluer leur consommation énergétique. Il faut qu'on ait un point de départ. On va regarder ce que coûte la gestion des ressources, quelle est l'empreinte carbone. Et puis, en parallèle, on va commencer à communiquer aux équipes notre volonté d'adopter des pratiques éco-responsables et leur expliquer quels sont les bénéfices qu'on attend de cette intégration du Green IT. C'est très important. Tout de suite, après cette sensibilisation, on va commencer à organiser des sessions de formation spécifiques sur les principes du Green IT et sur les techniques, en mettant l'accent donc sur les pratiques agiles qui vont être compatibles avec le côté durabilité. Il faudra d'ores et déjà commencer à prévoir des rappels réguliers sur les enjeux environnementaux et les bonnes pratiques écologiques dans le processus agile. C'est vraiment quelque chose d'itératif qu'il faudra maintenir comme en tout process d'amélioration continue. Une fois que les équipes comprennent et connaissent mieux ce qu'on attend d'eux et ce qu'est le Green IT et les pratiques qu'on veut qu'ils adoptent, on va définir des objectifs. Et donc, on va organiser un atelier avec les membres de l'équipe pour définir des objectifs spécifiques et mesurables en matière de Green IT. Donc, c'est tout l'important d'avoir un point de départ, de savoir ce qu'on va faire en fait concrètement. Et donc, par rapport à ces objectifs définis, toutes les tâches opérationnelles qui vont correspondre pour atteindre cet objectif, on va les intégrer dans le backlog de l'équipe pour qu'elles soient suivies comme n'importe quelle user story en fait. Au fur et à mesure, on va continuer aussi donc, à optimiser nos ressources agiles et donc à créer peut-être des sessions de brainstorming, encourager en tout cas les équipes à identifier des opportunités d'optimisation des ressources pendant les sessions de planification agile. Il faut que les équipes aient conscience tout le temps en fait de ce qu'on peut améliorer pour un numérique durable. Et évidemment, on va intégrer des critères de performance énergétique dans les revues qu'on fait régulièrement avec l'équipe. Un peu plus en avant dans la démarche, on va commencer à impliquer activement les utilisateurs finaux. En fait, il faut qu'on ait leur feedback et qu'on comprenne quelles sont leurs attentes en matière d'écologie, quels sont leurs besoins. Donc ça sera très important pour qu'on aille dans le même sens que nos clients. Par rapport à notre image et par rapport toujours à la satisfaction et au fait d'apporter de la valeur à nos clients. On aura intégré donc nos utilisateurs, mais imaginons qu'on ait plusieurs équipes. On peut aussi organiser des sessions de partage. Donc, c'est ce qu'on appelle la collaboration durable. Ces sessions de partage entre les équipes pendant lesquelles elles vont partager les meilleures pratiques du Green IT qu'elles ont découvertes. Et du coup, on va évangéliser de plus en plus de gens et faire adopter de plus en plus de pratiques qui auront été éprouvées par des pairs, en fait.
Et puis peut-être très concrètement, ces pratiques, on va les intégrer dans nos process agiles ou dans notre cadre agile qui est en œuvre. Et par exemple, pourquoi pas, ça marche assez bien, dédier un sprint spécifique à l'introduction des nouvelles pratiques Green IT, telles que par exemple l'optimisation du code. Faire un sprint dédié à ça. Et puis, bien évidemment, de la même manière, prévoir des revues vertes. On va introduire peut-être des revues spécifiques où on montrera et on évaluera l'impact écologique des fonctionnalités développées pendant les sprints. On parle de mesures, donc évidemment, ça, la mesure et le rapport continu, c'est obligatoire, hein. Il faut intégrer des métriques vertes, comme on dit, des indicateurs écologiques dans les tableaux de bord agiles pour mesurer l'impact environnemental au fil du temps et générer des rapports réguliers sur les progrès qu'on réalise en matière de Green IT. Il faudra fêter nos victoires. On va maintenir une transparence et encourager en fait la responsabilisation. Plus on communiquera sur nos succès et plus on embarquera les équipes et tout le monde en fait. Pareil, l'agilité, ça prône l'innovation. Donc là aussi, on pourra faire de l'innovation verte et pourquoi pas organiser des hackathons, comme on fait pour le reste, mais là, des hackathons ou des journées d'innovation spécifiquement axées sur le développement de solutions technologiques durables. Et qui pourront aussi peut-être déboucher sur des récompenses. Pour les équipes qui ont sorti une innovation verte, on pourrait très bien donner une récompense pour leur idée et leur pratique. Et en parlant de récompenses, on peut très bien aussi, ça existe déjà, et ça serait bien c'est bien de le prendre dans les parcours, prévoir des certifications Green IT, c'est-à-dire explorer la possibilité de certifier vos équipes agiles en fait pour leur pratique du Green IT. C'est leur donner un plus, c'est les valoriser, les responsabiliser et les récompenser. Et du coup, à partir de là, pourquoi pas les faire participer à des initiatives externes, à des événements par exemple externes qui sont liés à l'écologie pour renforcer leur engagement et la reconnaissance qu'on a de leur implication et ils se sentiront encore plus motivés. Et puis le dernier point qui est important, il faut continuer donc la réflexion et l'amélioration continue. On est dans ce process-là. Donc il faut organiser des rétrospectives spécifiques, pareil, dédiées aux initiatives Green IT pour voir ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Et puis au fur et à mesure qu'on trouve des pratiques qui fonctionnent, et bien les adopter et les mettre, les diffuser et les intégrer en fait à nos pratiques régulières. En combinant ces pratiques et en adaptant votre approche en fonction de vos besoins et de votre situation spécifique, vous allez pouvoir intégrer avec succès le Green IT dans vos pratiques agiles et créer aussi un environnement de développement durable et innovant. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut du sponsoring. Une démarche de Green IT ne va pas se mettre en place d'une façon isolée. Enfin, vous pouvez, mais ça n'aura pas vraiment d'impact. Il faut qu'il y ait une volonté quand même de la direction. Il faut, certaines entreprises nomment des responsables Green, hein. Il faut qu'il y ait du budget. Il faut qu'il y ait une vraie stratégie. Alors, ça fait partie des stratégies RSE. Et je pense que les entreprises ont tout intérêt à commencer à s'y intéresser parce que l'éco-conception en fait, prend de plus en plus de place dans les réglementations ou les initiatives nationales, européennes, voire même internationales. En 2015, donc l'ONU, vous savez, a adopté les 17 objectifs de développement durable à atteindre pour 2030 et l'objectif 12 fait la promotion des modes de production et de consommation responsables, c'est-à-dire l'éco-conception. De plus en plus présent en fait ces 20 dernières années, donc le développement de l'éco-conception s'est vu accompagné d'une multiplication de normes et de textes qui encadrent la démarche. Toutes ces normes, normalement, préparent les entreprises aux nouvelles législations. Et par exemple, il serait opportun d'anticiper ce que prévoit la loi RIN.
Alors, la loi RIN, en résumé, donc RIN, c'est réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Il y a un texte de loi et un décret d'application qui est sorti en juillet 2022. Donc, la loi RIN entend faire converger transition numérique et transition écologique. Donc, elle prévoit sensibiliser et former, limiter le renouvellement des appareils numériques, favoriser l'éco-conception, promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores et instaurer une stratégie numérique responsable dans les territoires. Donc, les entreprises qui auront préparé le terrain en anticipant les futures obligations qui vont découler de ce texte législatif, on en est sûr, ces entreprises, elles s'assurent d'ores et déjà une longueur d'avance sur leurs concurrents. Il faut savoir que BPI France et l'ADEME accompagnent déjà les entreprises dans leur transition énergétique et écologique et que vous pouvez vous appuyer sur de nombreux outils qui sont d'ores et déjà mis à votre disposition. Donc, si je parle d'outils, le premier qui est intéressant, c'est le site EcoIndex. Donc, c'est un site sur lequel qui va mesurer en fait le poids. Vous saisissez une URL et il va vous donner plein d'indications de mesure sur votre impact environnemental. Donc, moi, j'ai fait le test pour la page d'accueil du PMI France et en fait, le score est de 21 sur 100. Donc, c'est pas génial. Donc, on est en F. Donc, ça, vous pouvez vous le faire. Il y a plein d'autres indications. Je ne vous ai pas mis, mais vous avez une analyse quand même déjà pas mal décrite. Donc là, vous voyez, il vous met trop lourde, trop complexe, etc. Donc, vous avez d'autres indicateurs. Donc, ça, c'est un premier temps, c'est intéressant déjà de faire le diagnostic de votre site Internet, par exemple. C'est une première étape, pourquoi pas, pour intégrer du Green IT dans votre entreprise, c'est évaluer votre site. Donc, l'éco-index, donc ça, c'est intéressant. Vous avez tout de suite votre empreinte, ce qui fait que certains sites, là, je vous ai mis juste une copie d'un site qui affiche en fait sa quantité d'émissions de CO2 quand vous naviguez sur leur page. Voilà, il vous le met. Hein. Votre navigation sur ce site a émis environ 0,008 grammes de CO2. Donc, il y a beaucoup de sites maintenant qui commencent à afficher ça. Ce sont des sites évidemment qui sont éco-conçus, hein, qui sont très allégés. Le deuxième outil qui est intéressant, c'est Ecometer. Donc, Ecometer, c'est pareil, ça dénombre automatiquement en fait les bonnes pratiques d'éco-conception qui sont présentes dans l'URL que vous allez saisir. Donc, c'est un outil qui va aider vos équipes, dev, à identifier ce qu'ils doivent encore mettre en œuvre pour réduire l'empreinte environnementale de la page ou du service web qu'ils ont analysé. Donc, il faut savoir que Ecometer s'appuie sur le référentiel de bonnes pratiques de la communauté Green IT et d'une checklist gratuite qui existe sur les sites. Ce référentiel évolue dans le temps, puisqu'en fait, c'est de l'open source. Et donc, c'est enrichi au fur et à mesure des retours d'expérience des uns et des autres. Et le dernier outil dont je voulais vous parler, il est tout neuf, c'est LunaWeb qui a réalisé l'année dernière un site pour sensibiliser les entreprises à la sobriété numérique. Donc, une fois que vous avez obtenu votre score sur EcoIndex et que vous connaissez donc votre taux d'émission de CO2, le MIDI Audit qui est mis à votre disposition va vous apporter tout de suite les premières pistes d'action. Donc, c'est aussi intéressant à faire, ne serait-ce que pour voir où vous en êtes au niveau de vos pages. Je vous mets deux exemples d'entreprises qui ont entamé les démarches du Green IT déjà et qui ont déjà des résultats. Donc, OVA, qui s'est engagé à améliorer l'empreinte environnementale des systèmes d'information de ses clients, puisque c'est un hébergeur, sur l'ensemble du cycle de vie des services. Donc, ils ont intégré les principes de l'éco-conception dans le développement de leurs services. Donc, ils ont sélectionné des équipements plus performants. Ils ont optimisé au plus juste leur plateforme de cloud computing. Et par exemple, ils ont choisi d'héberger les données de leurs clients sur un acteur local, à proximité en fait. L'autre, c'est les pages jaunes. Donc, ils ont revu tous leurs services en utilisant donc, les méthodologies du Green IT, le référentiel éco-conception web, donc les 115 bonnes pratiques qui est à disposition. Je vous ai mis les sources après. Et puis, EcoIndex.
Et alors, ils ont quand même eu le résultat. Eux, ils ont 43% de requêtes HTTP en moins. Ils ont une diminution d'un tiers du poids de leur page web, 15% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est vraiment bien, et une baisse de 21% de leur consommation d'eau. Donc, c'est vraiment l'impact, il est énorme quand vous revoyez juste votre site Internet. Donc, je vous parlais des outils existants. Alors, il y en a un, notamment, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais notamment ceux du collectif Green IT que je vous invite à aller visiter, hein. Ils vous aideront à mettre en œuvre votre démarche Green IT. Mais il ne faut pas se leurrer, il faudra vous faire accompagner parce que ce sont des démarches quand même, c'est pas simple. C'est vraiment comme un projet, quoi. Il faut vraiment une volonté, une organisation, des formations, un accompagnement, etc., de toutes les équipes pour que vous ayez toutes les chances de réussir. Donc, vous avez ces outils. Vous pouvez aussi aller récupérer un label, hein, puisqu'en fait, de plus en plus d'entreprises, de grandes entreprises même, affichent des labels, hein. Elles s'engagent sur plein de choses, notamment dans le cadre de la RSE, hein, qui est quand même maintenant quelque chose de hyper important. Avec un qui est en particulier qui est intéressant, c'est donc le NR, qui est le numérique responsable, soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ce label, il est opéré par l'agence Lucie et par la Société Générale de Surveillance, SGS. Donc, c'est un label numérique responsable qui s'oriente sur les moyens que se donne l'entreprise pour atteindre ses engagements. Et il va s'appuyer sur un dispositif qui repose sur la signature d'une charte numérique responsable, un référentiel d'auto-évaluation basé sur les checklists dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur la gestion du processus de labellisation qui a été confié à l'agence Lucie, sur une revue d'audit opérée par justement SGS ou le Bureau Veritas et par un comité de labellisation qui est composé d'acteurs privés, publics, institutionnels, associatifs, qui se réunit en fait 2 fois par an pour délivrer le label. Donc, si vous voulez vous lancer dans une démarche de labellisation, il faudra que vous contactiez donc l'agence Lucie et alors vous allez rentrer dans la communauté Lucie, comme ils disent. Donc, ça se passe comment? Vous allez avoir des MOOC gratuits, hein, et une certification. Donc, le MOOC, il est disponible gratuitement pour toutes vos équipes. Vous allez valider, et pour valider en fait toutes les compétences que vous allez acquérir, le prix en fait de la certification, s'élève à 80 € par personne, TTC. Donc, ce n'est pas très cher et ça va valider vos équipes. Donc, ça peut faire partie des récompenses que vous pouvez donner aussi. Pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires de moins de 2 millions, vous avez une redevance annuelle qui est fixée à 500 € hors taxe par an. Et pour les entreprises plus grandes, donc qui ont plus de 50 collaborateurs et avec un CA de plus de 2 millions d'euros, la redevance va s'élever à 0,01% du chiffre d'affaires et avec un minimum de 1 000 et un maximum de 6 000 € hors taxe par an. Et ça vous permet d'avoir donc ce label apposé partout où vous le voulez. Il te reste 5 minutes, Nathalie. Ouais. En conclusion, ça tombe bien, regarde. En conclusion, le numérique responsable est le prochain grand axe des transformations des organisations. L'association de l'agilité et du Green IT offre en fait un cadre puissant pour créer des solutions informatiques flexibles, innovantes, respectueuses de l'environnement. Mais pour que cette démarche d'éco-conception soit couronnée de succès, il va être nécessaire de rendre les équipes agiles autonomes sur leur périmètre en les impliquant le plus possible dans la vision produit et sur les impacts environnementaux de ceux-ci. Il est important que les équipes aient conscience de l'urgence climatique et qu'elles manifestent l'envie en fait, de mesurer l'impact écologique et social des solutions qu'elles développent afin de les optimiser. Un bémol, les itérations courtes et le manque éventuel de planification du long terme peuvent des fois amener des lacunes en termes de performance, surtout côté serveur. Puisque en fait, on va conserver des données à l'infini, on a des résultats de tests de charge qui sont décalés, et le fait qu'un projet peut ne pas avoir de limite, un produit défini, peut aussi
l'amener en fait à grossir excessivement. Donc, il faut être très vigilant sur ça. L'agilité, c'est de l'amélioration continue, mais c'est pas forcément revenir en arrière pour refactorer, enfin, donc faire comment on appelle ça, transformer le code, améliorer le code. C'est pas forcément dans les habitudes du numérique. Donc voilà. Je vous mets les sources, vous les aurez hein, dans la presse de toute façon. Je vous invite à aller les visiter, c'est toujours très intéressant. Et donc, je vous remercie encore pour votre attention et j'espère que ça vous aura intéressé et vous donner envie surtout. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Zen Value si vous voulez poser des questions ou aller plus loin. On sera à votre disposition. Merci Nathalie pour cette présentation très intéressante et enrichissante. J'ai effectivement quelques questions dans l'onglet questions et réponses. Première question concernant la règle des 3 U. Donc, je suppose qu'il s'agit de utile, utilisé, utilisable. La règle des 3 U n'amène-t-elle pas une uniformisation? Non. Uniformisation des services, non, puisqu'en fait, c'est plutôt des critères qui sont indispensables pour un service qui soit donc utile, utilisé et utilisable. Non, je vois pas quel impact ça pourrait avoir sur une uniformisation, mais faudrait peut-être creuser avec la personne qui a posé la question. Hein. J'ai peut-être pas bien compris en fait le sens de la question. Mais ce sont déjà des principes qui existent. Hein. La règle des 3 U, c'est un des principes agiles qui est en place au niveau des équipes de dev, en fait. Hein. Donc oui, si la personne qui a posé la question souhaite compléter sa question, qu'elle n'hésite pas. Ouais, pas du tout. Question suivante. Donc là, la question avait été posée avant que tu abordes les outils. Quels outils pour mesurer l'amélioration du green dans l'IT? Alors, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y a déjà. Ça dépend en fait ce qu'on veut mesurer et ça dépend quel service on veut mesurer parce que les outils, il faut mettre en place des indicateurs. Donc, on a tous les indicateurs dont j'ai parlé sur l'empreinte carbone, la consommation d'eau. Ça, c'est ce qui est prévu dans le green, hein, l'impact sur la biodiversité, etc. Donc, en fonction du secteur et du sujet. Quand vous dire si c'est un site internet, si c'est un applicatif, il y aura des outils différents en fait pour mesurer l'amélioration. Ce qu'il faut, c'est avoir une évaluation de départ et puis après fixer justement les clés résultats, enfin ce qu'on veut avoir pour mesurer. Et dans les outils, il y a les fameux outils dont je vous parlais, l'IT for Green. Donc il y a plusieurs outils, je ne peux pas vous les citer comme ça. Il y a vraiment des outils spécifiques. Hein. Il y en a qui vont mesurer la consommation des serveurs, enfin bref, la consommation d'électricité, l'impact carbone. Enfin, franchement, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à la question. Mais si, pareil, s'il y a des précisions, je me ferai un plaisir d'aller plus loin. Mais c'est très, très vaste, en fait, les outils. Peut-être que la question suivante permettra effectivement de mieux cerner. Euh, Bonjour, merci pour cette présentation. Effectivement, beaucoup d'outils de mesure sont disponibles pour le front, mais quid du back-end? Alors, c'est pareil, le back-end, j'imagine que vous faites allusion à tout ce qui va être infra, etc. Donc, les infras, c'est essentiellement la consommation d'énergie, ça c'est sûr. Beaucoup, hein, les data centers. Il y a aussi le dimensionnement, forcément, la taille, le fait qu'il y a des serveurs euh, qui tournent tout le temps. Il y a une optimisation en fait à faire sur les infrastructures. Donc les outils, c'est pareil, je ne les connais pas, si ce n'est des outils des très techniques, quoi. Voilà, qui sont positionnés, des sondes qu'on met sur les serveurs, des pratiques. Alors ça peut être aussi des pratiques sur le fait d'éteindre, de rallumer, de ne pas faire tourner. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont beaucoup plus techniques sur le back 1. C'est pareil, ça, il faut creuser et voir en détail en fait de quoi on parle. C'est quand même des choses qui se pratiquent. Hein. Il y a pas des trucs hyper nouveaux. Le Green IT, c'est juste faire un focus là-dessus et voir en fait comment on va utiliser ces outils et quelle stratégie et quel objectif on se donne en fait. Déjà mesurer, toujours pareil, d'abord mesurer et puis voir après.
Autre question, donc beaucoup de choses se font en France, mais comment peut-on impliquer nos collègues à l'international? Les outils et principes ne sont qu'en français. Est-ce que vous intervenez en anglais également? Alors oui, oui, on peut intervenir en anglais, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Après, là, on a une législation française. Alors après, on attaque les législations européennes. Et malheureusement, à l'international, ils sont un petit peu moins sensibles. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de choses qui existent, mais on peut très bien embarquer des équipes internationales avec une stratégie Green IT chez nous, quoi. Je veux dire, ce sont des pratiques. Faire du code, faire de l'éco-conception, ça s'applique à toutes les équipes, qu'elles soient françaises ou autres. Ce sont des pratiques. Donc, on peut tout à fait les partager. Après, ils seront peut-être moins concernés parce que enfin, ils auront moins de contraintes législatives. Alors que nous, on a quand même de grandes chances que ça arrive très très vite, que les entreprises se retrouvent avec des contraintes sur leur taux d'émission, leur consommation, etc. Mais oui, oui, on peut, bien sûr, on peut intervenir même en anglais, pas de souci. Allons-nous vers un poste dédié du type des DPO pour les données et RSSI pour la sécurité? Exactement. Il y a déjà des responsables Green IT qui sont nommés dans les grands groupes, hein. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ça existe déjà, un responsable Green IT. On y va. Il en faut, hein. Si vraiment dans les grosses boîtes, quand ils entament les grosses démarches, je passe à eWay, enfin, il y a plein de boîtes qui s'y sont mis, ils ont à la fois un responsable, une équipe, un budget. Non, non, c'est quelque chose à part entière, ouais. Quid de l'impact des nouveaux outils tels que l'IA? Eh ben, c'est exactement la même chose. Ça fait partie du numérique. Donc, pour l'instant, l'IA, on aura exactement le même problème. Il va falloir qu'on mesure l'impact environnemental de l'IA. Comment, je ne me suis pas encore intéressée à voir comment c'est développé et si vraiment il y a une sensibilisation au niveau des gens qui développent sur ces aspects environnementaux. Je pense que oui. Euh, Pareil pour dimensionner comment il fonctionne, quel serveur. Enfin, ça sera exactement la même problématique que ça soit c'est de l'IT en fait. Donc, on aura les mêmes problèmes d'impact que les sites web ou n'importe quoi, quoi. Après, l'IA, ça dépend où elle est, comment elle est utilisée. Il y a un impact aussi sur l'humain. Parce que là, je ne vous en ai pas parlé, mais le Green IT, moi, je me suis focalisée sur la partie éco-conception et le code. Mais le Green IT, c'est très, très vaste. Ça va même toucher, quand vous faites une analyse du cycle de vie d'un smartphone, que vous travaillez sur la fabrication, vous allez travailler sur l'extraction des matières premières, sur la condition des travailleurs étrangers, enfin, sur le recyclage. Enfin, il y a plein d'aspects qui ne sont pas abordés dans l'éco-conception. Puisque l'éco-conception, c'est vraiment essayer de concevoir le produit ayant le moins d'impact possible, mais c'est très très vaste, hein, le Green IT. Donc l'IA va rentrer dedans, enfin, est dedans déjà, hein. Je ne sais pas Tu as, si j'ai vraiment répondu à la question, mais bon. Euh, Tu as parlé aussi de Obésiciel et du fait effectivement Ouais, qu'on jetait du matériel au bout de c'est ça. quelques années parce que ça ramait. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre raison qui est la raison purement économique, à savoir qu'un matériel informatique est déprécié au bout de 5 ans et donc que ça vaut le coup finalement de le jeter puisqu'on n'économise plus rien d'un point de vue purement économique. Et donc, est-ce qu'il y a des conséquences aussi qui devraient être mises en Ouais, place alors ça c'est en train de changer au niveau les achats responsables, hein, parce qu'il y a dans le Green IT, il y a aussi la partie achat responsable, et dans les politiques d'achat responsable, le gouvernement pousse pour qu'il n'y ait plus ces contraintes de dire que le matériel, au bout de 5 ans, on le jette. Il va y avoir des actions sur le fait de garder plus longtemps les matériels, de ne pas changer les PC tous les 2 ans. Il va y avoir des injonctions à ne pas changer aussi les smartphones parce qu'au bout de 2 ans, alors qu'ils fonctionnent toujours, il y a plein de choses qui se mettent en place et ça va s'accélérer, oui. Oui, oui. Et donc, les entreprises vont être concernées sur le fait, effectivement, faut pas changer les PC tous les 5 ans. Au contraire, il faut prolonger la durée de vie du matériel ou au moins prévoir qu'il soit recyclé ou
ou prévoir de récupérer du matériel reconditionné. Donc là, il va y avoir des choses qui vont être imposées, je pense, assez prochainement. Ben, la loi RIN, pour l'instant, il n'y a aucune contrainte, mais tout le monde dit que ça va pas durer, qu'à un moment donné, il va y avoir des contraintes. Très bien, bah écoutez, je vous remercie tous pour votre participation. Vous avez été nombreux, vous avez posé de nombreuses questions. N'hésitez pas à contacter notre intervenante du jour aussi si vous avez d'autres questions concernant ce sujet de Green IT qui est effectivement a l'air d'intéresser énormément de monde. Et Tant c'était mieux, la... tant mieux. Ah, tant mieux. Oui, parce que c'est notre planète, hein. Donc oui, c'est bien. C'est bien de savoir que les gens sont intéressés. Ouais. Et donc, avec cette conférence se clôt notre première journée de la conférence. Et j'espère vous retrouver le plus nombreux possible donc demain pour la deuxième journée. Je vous remercie. Merci à tous. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée.